Ja, wie ihr seht, arbeiten wir heute wieder an dem Projekt Schülerbanking. Wir haben ja bereits im Schülerbanking-Projekt das Modul Giro bearbeitet. Und heute wollen wir uns speziell mal das Modul Kredit anschauen. Was ist denn das, Tamara? Das sind Kontoauszüge. Richtig. Und ihr müsst alle Ein- und Ausgaben in der Haushaltsanalyse eintragen. Sie könnte einen Kredit aufnehmen. Es wird schwer, wenn sie einen Kredit aufnimmt, weil sie hat ja keinen festen Gehalt. Also, sie ist ja noch Auszubildende. Sie könnte was von ihren Eltern leihen. Ja, von den Eltern. Welche sollte man sich stellen, bevor man einen Kredit aufnimmt? Also ich habe mich in die Lage reinversetzt und ich hätte mir das Auto persönlich nicht geholt. Man kann es mal holen, aber es ist ein großes Risiko, dass man dann dafür in die Schulden reinkommt. Ça a commencé comme ça, par le surendettement des ménages aux États-Unis, poussés par le gouvernement et par les banques à prendre des crédits immobiliers, même ceux qui n'en avaient pas les moyens, jusqu'au jour où la bulle a éclaté. This has been an historic Sunday on Wall Street. At this hour, the Lehman Brothers Investment Bank appears headed toward bankruptcy. En 2008, les ménages les plus pauvres, incapables de payer leur traite, revendent en masse leur logement. Les prix de l'immobilier s'effondrent, et avec eux les banques très engagées dans ces crédits pourris, dits subprime. Le 15 septembre 2008, la mort de Lehman Brothers, la quatrième banque d'investissement américaine, marque le début d'une gigantesque crise financière puis économique qui se propage au monde entier. On n'avait rien vu de tel depuis la Grande Dépression des années 30. Les faillites d'entreprises s'enchaînent, tout comme les suppressions d'emplois. Les populations fustigent les banquiers, comme ici en Islande, où 80% du système bancaire s'est écroulé. Et encore plus en Grèce, où c'est l'État qui se retrouve au bord de la faillite. Avec la crise, les dettes publiques ont explosé, mais aussi les dettes privées, un véritable fléau qui toucherait une personne sur 20 en Europe, en particulier au Royaume-Uni. 5 years ago, me and my husband Il y a split 5 ans, up. mon mari et moi, on s'est séparés. I actually kicked my husband out. C'est moi qui l'ai mis dehors. And Et this ça a had a big causé un impact grand on my choc à mes enfants. children. So I think I Donc, felt je at devais the me time racheter auprès then d'eux. that I had a lot of making up to do to them. And at the Et j'ai time, I pensé que la thought seule that the way manière I de le needed to faire, make up c'était to them was financièrement. financially. So Du I coup, would je leur just achetais throw tout le money temps at them. quelque chose. And Christmases, À Noël, je I would dépensais go des sommes ridiculous, complètement spend folles, ridiculous des amounts of milliers de money, like livres pour des thousands trucs of pounds on inutiles. stuff they didn't need. And Ils jouaient would, avec like, une they'd fois, puis ça probably restait play dans with l'armoire. once, then go in the wardrobe. So I straight away, I was Et sucked très in. vite, I did j'ai it. été I prise took out dans a un loan, but engrenage. then one loan wasn't enough. So J'ai pris un I had crédit, to mais pay ça ne that loan suffisait back. pas. So then I took out J'ai dû another loan prendre to un pay autre that crédit loan pour back. pouvoir rembourser le premier. And Ça a the pris de hole started l'ampleur. getting bigger. Les dettes se sont And accumulées. the debt started getting C'est devenu bigger. une spirale And it incontrôlable. was spiraling out of control. Comme beaucoup d'autres Anglais, Sharon était tombée dans le piège du crédit facile, avec ses catalogues en ligne qui permettent d'acheter en un clic une multitude de produits à crédit et avec des taux annuels souvent de 30%. It was so C'était easy. tellement It was so facile. easy to go On va sur online and Internet, go, yeah, on tape it's son my nom, name, son my adresse, address, ses my coordonnées, details. et Yep, hop, c'est thank fait. you very much. L'argent Money's est in sur your votre account. compte. They made Avec eux, it c'est too très easy facile for de me to get s'endetter. into debt. Philippe, lui, a contracté des crédits pour compenser la petitesse de sa retraite. Mais il a plongé lorsque le gouvernement a supprimé l'exonération de taxes d'habitation pour les personnes âgées. Les soucis m'empêchaient de dormir. Je ne trouvais pas de solution. Quand j'allais me coucher, j'espérais ne pas me réveiller. J'étais tellement... J'avais accumulé tellement de dettes que j'avais peur. Je ne savais pas quoi faire. J'avais perdu toute confiance en moi. Je n'allais pas ouvrir à la porte, de peur qu'on vienne me réclamer de l'argent. Je ne répondais pas non plus au téléphone, au cas où il se serait agi d'un abonnement que je n'aurais pas réglé ce mois-là.
Le gouvernement a aidé les banquiers. Quand les banques se sont retrouvées en difficulté, elles ont reçu de gros dédommagements et le gouvernement les a renfloués. Mais il n'a pas pensé aux gens ordinaires, aux hommes et aux femmes qui ont perdu de l'argent à cause d'elles. Et comme le gouvernement s'est concentré sur le sauvetage des banques, les infrastructures pour les gens de ce pays ont presque disparu. Il y a eu plein de coupes budgétaires. I've just phoned to make my annual review because it's due. Yeah, I've got all my figures in front of me. All right, let's have a look for you. Okay. So you've completed your budget. Yep, you wanted to speak to debt advice. That's fine. Let me just get everything up here for you. Sharon a retrouvé espoir grâce au conseiller de Step Change, la plus grosse organisation britannique spécialisée dans les problèmes de dette. En 2015, ils ont donné des conseils à plus de 1500 personnes en moyenne chaque jour. Les plus vulnérables sont les ménages à faible revenu, de plus en plus nombreux. Car au Royaume-Uni, la relance de l'activité s'est faite au prix de mesures d'austérité très libérales. Écrasement des salaires, réduction drastique des aides sociales et familiales. Ce n'est pas facile de définir ce qu'est un endettement critique. Selon notre gouvernement, il s'agit de quelqu'un qui a eu au moins 3 mois de retard sur ses remboursements au cours des 6 derniers mois. Et cela représente 8 800 000 Britanniques. On n'est jamais à l'abri d'un malheur. Tomber malade, perdre son emploi, divorcer, on devient vite victime de l'endettement. Mais ce qui compte dans ces cas-là, c'est de se faire aider pour se remettre sur pied. Parce que le coût de l'endettement pour l'ensemble de la société est énorme. Plus de la moitié des personnes qui s'adressent à nous ont dû consulter leur médecin pour des problèmes de santé mentale ou autres. Just to give you some general enforcement advice, okay? With the enforcement agents, they do need to make a peaceful entry, okay, into the property. So, because what they'll be looking to do is a controlled goods agreement. So I know you're not there at the moment, but just try and keep the door shut, just to try and prevent them from gaining entry. Sorry, okay? À l'époque, j'avais l'impression d'être un cas isolé, que personne n'avait de problème d'argent et que j'étais la seule à souffrir. Désolée. Que j'étais la seule à devoir subir ce genre de vie, à devoir vivre avec la peur de perdre ma maison et toutes mes affaires, d'être à la rue avec mes enfants et qu'on m'en retire la garde parce que je ne pouvais pas m'occuper d'eux correctement. Étrange paradoxe, les personnes surendettées éprouvent un immense sentiment de solitude, alors même qu'elles sont de plus en plus nombreuses. En France, plus de 1 personne sur 10 reconnaît souffrir de difficultés financières, comme Dominique, victime d'un licenciement il y a 3 ans à Strasbourg. Il s'est résolu à aller voir l'association Crésus, dont les initiales signifient, ironiquement, Chambre régionale du surendettement social. C'est l'un des piliers de l'aide aux personnes en impasse financière. 25 associations en France, 600 bénévoles, qui, contrairement à Step Change, n'ont pas abandonné les entretiens en face à face. Dominique. Vous avez des enfants, j'ai vu? Alors, 2 enfants qui vivent avec leur maman et dont je paye effectivement des pensions alimentaires. D'accord. Là, actuellement, vous êtes demandeur d'emploi? Oui, tout à fait. D'accord. Pour un poste de technico-commercial. Quel est le montant de l'allocation? Alors, l'allocation, c'est 49 € par jour, donc ça fait 1 500 € net mensuel. Vous avez d'autres entrées à part... Non. La situation réelle des dettes, c'est celle-ci. Donc, il y a un crédit véhicule, un DIAC, ouais. Voilà, à 251 €. Donc, ça, c'est la mensualité? Mensualité à 251 €. Quel est le solde aujourd'hui du crédit? 6 500 €. D'accord. Un crédit à la consommation, sauf impôt, donc à 110 €. Plus 430. Et un deuxième crédit à la consommation, CTLM. Oui. Donc là, il y a 128 plus 16 € de frais qui me prennent tous les mois, donc ça fait donc 144 €.
Votre cas est un cas que nous rencontrons très souvent, puisque les incidents de la vie, le divorce, la maladie, la perte d'emploi font que voilà, on arrive très souvent à des situations de non-remboursement de ces crédits. Hein. Il y a une certaine honte à en informer aussi les membres de la famille, son proche entourage, etc. Donc voilà, le pas est difficile à franchir, mais on est très souvent les premiers à être informés de cette situation. C'est un peu ça, en parler autour de soi, c'est très délicat. C'est délicat, c'est difficile, parce que c'est vraiment une faillite personnelle. Moi, il y a de ça 3 ans encore, j'étais cadre moyen, donc je vivais très bien. Une situation familiale aboutie, avec des enfants. Et voilà, 3 ans après, je me retrouve à être là en face de vous. Chez Crésus, les bénévoles sont souvent d'anciens banquiers qui ont décidé après leur retraite de passer de l'autre côté de la barrière. Bonjour madame. Des sortes de repentis. Donnez-vous la peine madame. Ici, les bénévoles apportent leur expertise passée, comme le président de Crésus, le Strasbourgeois Jean-Louis Kiel, ancien juriste, 10 ans bénévole et infatigable militant de la lutte contre le surendettement. Au début, c'est un peu difficile, d'ailleurs, le bénévolat à Crésus, parce que lorsqu'on vient de la sphère bancaire, on a l'habitude de juger les gens, de les classer comme des petits cochons, de mauvaise foi, etc. Et ils abandonnent tout cet aspect de jugement et redeviennent des confidents, et tout en restant des techniciens. Et c'est cette technicité qui est absolument indispensable dans nos métiers, plus l'humanité, parce que sans elle, de toute façon, ça ne vaut pas le coup. On ferme Crésus demain matin. Depuis l'origine, 24 ans maintenant, on a rencontré, touché l'équivalent de plus de 500 000 ménages, ce qui est énorme. Hein. Et des destins qui ont été brisés par ce phénomène du surendettement. Et il faut reconstruire ces gens. C'est une sorte d'hôpital. Sébastien. Bonjour monsieur. Prenez place. Et les créanciers laissent maintenant, et tout est réglé. Hein, c'est réglé, c'est derrière nous. C'est derrière nous. Ouais. Nous, on commence à convaincre les banques à réagir. C'est pas toujours facile, parce que pour la banque, ce qui compte, c'est pas de sauver les gens, c'est sauver les créances. Hein. Mais on peut faire les deux. Hein. C'est quelque chose de fou de devoir... il était harcelé, votre papa, et il ne savait plus comment s'en sortir. Il pensait... Et il ne s'est pas enrichi, parce que tout cet argent a servi uniquement à rembourser des dettes. C'est quand même une déchirure. Et entre-temps, on a eu encore beaucoup d'accidents de ce type qui se sont produits en France. Beaucoup à ce niveau-là encore, malheureusement. Oui. Malheureusement, on avait un gros drame à Roubaix, là, une famille entière qui s'est suicidée, hein. 2 gamins, 2 jeunes enfants, plus le père et la mère. Et on a encore énormément de choses à faire avec les banques et leur dire, quand vous avez un client en difficulté, ne fermez pas les yeux, expliquez à la personne qu'il y a une association qui peut les aider. Et même le surendettement, c'est pas un drame. Un cancer, ouais, ça c'est grave. Mais le surendettement, une plaie d'argent, ça peut toujours se soigner. Mais c'est la honte qu'on nous enseigne quand on a une dette. C'est comme si on avait un péché, mais un péché mortel. C'est pas vrai, ça peut arriver à tout le monde. L'État, c'est le premier qui est endetté. Hein? C'est lui qui devrait venir à Crésus. Svo hvaðan íbúðina sem áttu að skoða morgun heldur sért? Eitthvað vandkvæm? Ég ætla bara að fara og skoða hana og kemur bara í ljós. Náttúrulega fermetratalan fín og hlýtur að vera bara rúmgóð og... Já, og hverfið fínt. Já, hverfið fínt. Stelpurnar geta hitt vinkonu sínar og... Þannig ég ætla bara að skoða þetta og bara athuga með leiguverðið á hana. Já, nákvæmlega. Og ég myndi bara vera bara rosalega svona, bara... ákveðinni samt svona róleg og yfirvegað. Já, ég verð bara eins eðlileg og ég mögulega geta. Já, nákvæmlega. Það borgar sig. Já, það er allt á staði. En Islande, où la crise de 2008 a été très violente, Fanny cherche désespérément un nouveau toit. Elle a perdu sa maison. Ses dettes avaient atteint un tel niveau que les mesures du gouvernement pour réduire l'endettement des ménages n'ont pas suffi à l'aider. Elle est hébergée aujourd'hui chez sa sœur.
Comme beaucoup d'habitants de cette petite île volcanique au nord de l'Europe, Fanny s'est retrouvée surendettée sans avoir commis aucune erreur. Car ici, la plupart des crédits immobiliers sont indexés sur les prix à la consommation. Or, l'inflation a explosé avec la crise et la dévaluation de 50% de la monnaie islandaise. Résultat, le montant des remboursements a subitement doublé et beaucoup d'Islandais se sont retrouvés la tête sous l'eau. Nous ne sommes que des serfs, des esclaves dans notre propre pays. À cause de l'indexation des crédits, les gens ne voient pas d'avenir. Si tu ne peux pas devenir propriétaire de ta maison, rembourser ton crédit alors que tu travailles à plein temps, et que tu ne peux pas la posséder sans dette lorsque tu prends ta retraite, quand tu as envie de ralentir un peu et de profiter de tes vieux jours, alors il n'y a pas d'avenir dans le pays. C'est comme ça que ça marche chez nous. Nous ne possédons pas nos logements parce que l'indexation fait grimper l'emprunt au lieu de le baisser, comme chez vous en Europe. Si je prends mon exemple personnel, ma femme et moi, nous avons 6 enfants et nous avons pris un crédit de 26 millions de couronnes en 2005. Et nous avons calculé que par rapport à l'inflation, parce que c'est l'inflation qui crée et reflète l'indexation, nous devons rembourser environ 500 millions de couronnes pour un prêt de 26 millions de couronnes. Tandis que si vous aviez pris un crédit équivalent en France, 26 millions de couronnes islandaises, cela équivaut à 186 000 €, donc vous rembourseriez 315 000 €. Mais nous devons rembourser 3 251 000 €. $9,8 milljónir, búin að borga því 8 ár. Það er kannski... Hversu marga milljónir? Ég er búin að borga 6,5 milljón. Lánið mitt er ekkert lækkað, það er bara hækkað. Þú veist, svona 50%. Og hvað er mikið eftir þá? Þá hlýtur þú að eiga eftir 3 milljónir? Já, nei, 14. Tant qu'une personne arrive à rembourser, elle est accueillie partout avec le tapis rouge. Mais dès qu'elle ne peut plus payer ses mensualités, les choses se compliquent. Aujourd'hui, la plupart des organismes de crédit à la consommation ont été rachetés par de grandes banques, comme Sofinco et Finaref par le Crédit Agricole, dont les agents de recouvrement semblent très attachés à maintenir le lien avec leurs clients. J'attends votre chèque. À moi? C'est le montant de 115 €. Non mais monsieur, j'ai pas le temps. 215 €. Eh ben, il va falloir trouver une solution pour rapprocher de votre conseiller ou quoi que ce soit, ou alors peut-être essayer de vous arranger avec une personne, retirer l'argent liquide et demander à quelqu'un si éventuellement la personne peut faire la carte bleue pour vous. Donc je vous transfère un collègue pour la régularisation du dossier. Ce qu'il faut savoir, c'est que la personne surendettée, elle est absolument poursuivie par ses créanciers. Elles sont harcelées sur leur lieu de travail, sur leur lieu d'habitation. Vous avez des enfants à qui on a dit ton papa, ta maman, tu sais, qui doivent beaucoup d'argent. On a même eu des gens qui recherchaient par téléphone les personnes qui étaient surendettées, qui disaient vous êtes Madame Mattel. Ah non, c'est un homonyme. Ah bah oui, mais et vous êtes la voisine de Madame Mattel. Vous savez que votre voisine voit tant. Si vous la voyez ce soir, est-ce que vous pouvez réclamer? Ça s'est passé comme ça dans les cas extrêmes. Notre intérêt de toute façon en tant que prêteur n'est pas de surendetter les gens parce que à ce moment-là, l'argent qu'on prête, on ne le retrouvera pas et on aura une perte au bout. C'est bien quelque chose qu'il faut bien avoir en tête parce qu'on dit souvent que le crédit à la consommation surendette, c'est un peu une vision, je dirais, aujourd'hui des gens, mais en réalité, il n'y a aucune raison pour ça. Une société de crédit à la consommation n'a pas de toute façon même intérêt financier à surendetter les gens. On est dans une approche où la priorité, c'est évidemment d'encaisser, mais d'aider le client à revenir dans une situation normale. Les banques s'en défendent. En fait, le recouvrement rapporte de l'argent. À chaque fois que vous n'avez pas remboursé votre crédit en temps utile, vous avez X% de pénalité. Autant que je sache, c'est 8%. Donc, par conséquent, ils sont tout intérêt, disons, à relancer, à appliquer les pénalités, à repartir. C'est toute une industrie, le crédit. C'est pas seulement le surendettement. À l'automne 2011, les Américains ont protesté en masse contre l'avidité et le cynisme de leurs banques, qui ont gagné des sommes gigantesques en vendant des crédits pourris
et qui savaient sans doute qu'en cas de problème, l'État finirait par les renflouer, car compte tenu de leur poids financier, c'est tout le système qui s'effondrerait si elles faisaient défaut. Too big to fail, trop gros pour faire faillite. Enough is enough! Enough is enough! So we are here today to march back down to that park. But is this the end? Are we going to keep this going all the way until we get this right? Is it time for the people to stand up and say, if we're going to take this country back? Parmi les figures de proue du mouvement Occupy Wall Street, l'anthropologue américain David Graeber, spécialiste de l'histoire de la dette, est l'un des inventeurs du slogan « Nous sommes les 99%, ceux qui possèdent moins que les 1% les plus riches ». Après la crise de 2008, pendant 3 ou 4 mois, les gens se sont dit « Mais au fait, c'est quoi la dette, l'argent? Pourquoi a-t-on ce système? Pourquoi la finance est-elle si importante? C'est ça le capitalisme? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut ?» Plein de questions semblaient ouvertes, parce que tout ce qu'on prenait pour acquis jusque-là était faux. Depuis 30 ans, on nous disait « Ok, peut-être que le capitalisme n'est pas un système très agréable, et que ceux qui tirent les ficelles ne sont pas très sympas, mais ils sont très intelligents, et c'est le seul système qui marche. Ils savent ce qu'ils font, contrairement à vous, donc taisez-vous et laissez faire les experts. » Et il s'est avéré que tous ces experts à qui on devait faire confiance étaient des imbéciles ou des escrocs, ou même les deux. Comment a-t-on pu croire un seul instant que ça finirait autrement? En Espagne, les expulsions massives de familles surendettées par les banques ont donné naissance à un vaste mouvement de résistance citoyenne. Des militants indignés ont créé en 2009 à Barcelone la PAH, la plateforme des victimes du crédit hypothécaire, qui compte aujourd'hui 250 associations de quartier dans tout le pays. Selon le Conseil général du pouvoir judiciaire, qui est la plus haute instance judiciaire d'Espagne, de 2007 à 2015, près de 700 000 dossiers d'expulsion ont été instruits, dont près d'un demi-million ont actuellement abouti. En 2012-2013, nous avons lancé une initiative législative populaire. Dans notre démocratie malmenée, cette procédure est le seul outil dont disposent les citoyens pour soumettre des propositions de loi. On réclamait simplement 3 choses. L'application du principe de la dation en paiement, c'est-à-dire que comme partout dans le monde, la cession du logement permet d'annuler la dette. L'attribution d'un logement social, les familles ne peuvent pas vivre dans la rue, il leur faut un toit. Et un moratoire sur les expulsions. Pour qu'une initiative législative populaire soit analysée par le Congrès des députés, il faut recueillir 500 000 signatures. En 9 mois, grâce à des milliers de militants, on en a obtenu 3 fois plus, soit 1,5 million de signatures. Et d'après les enquêtes des principaux médias, 90% de la population soutenait notre démarche. L'objectif majeur était de réformer la loi espagnole sur les crédits hypothécaires, selon laquelle lorsqu'une banque reprend une propriété, la dette restante n'est pas automatiquement annulée. Avec l'éclatement de la bulle immobilière et la chute des prix, beaucoup de familles se sont retrouvées avec une dette énorme, même après avoir revendu leur logement. À Madrid, le Parti populaire au pouvoir a bloqué la réforme. Mais à Barcelone, le 29 juillet 2015, elle est approuvée par les députés du Parlement de Catalogne, à l'unanimité. Cette loi offre aux familles la possibilité de se libérer de leurs dettes et elle instaure également un mécanisme d'interruption des expulsions, que les personnes concernées soient propriétaires ou locataires. Les investisseurs immobiliers ont l'interdiction de procéder à une expulsion et doivent appliquer un loyer modéré à la famille pendant 3 ans. Quant aux petits propriétaires, la loi prévoit que l'administration doit aider la famille à payer son loyer. Et si ça ne suffit pas, elle est tenue dans tous les cas de la reloger. C'est en 2010 que la bulle immobilière a éclaté en Espagne. L'appartement que j'avais acheté 300 000 €, je n'ai réussi à le vendre que 160 000 €. Je me suis alors retrouvée avec une dette de 200 000 €.
Je ne me sens ni seule ni coupable. J'ai surtout le sentiment d'avoir été escroquée. J'ai acheté mon appartement en plein boom immobilier en 2006. À l'époque, les appartements étaient hors de prix. Mais avec le père de ma fille, on s'est lancé. On l'a acheté pour 450 000 euros. Le problème, c'est qu'à la vente aux enchères, il a été estimé à 300 000 euros, soit 150 000 euros de moins que ce qu'il avait coûté. Et en 9 ans, j'ai remboursé 208 000 euros, dont seulement 60 000 euros de capital. Tout le reste, c'était des intérêts. Donc, j'ai une dette colossale sur le dos. Heureusement, l'année dernière, la nouvelle loi a été approuvée. La situation est particulièrement inquiétante dans les pays d'Europe du Nord, en Suède, en Norvège, en Finlande et surtout ici au Danemark, où le taux d'endettement des ménages est aujourd'hui le plus élevé d'Europe. 300% de leurs revenus disponibles, 2 fois plus qu'au Royaume-Uni, 3 fois plus qu'en France ou en Allemagne. Depuis 20 ans, les Danois se sont massivement endettés, encouragés par les gouvernements qui ont rendu l'accès au crédit très facile. Au Danemark, la situation est d'autant plus inquiétante qu'il existe peu d'associations pour accompagner les personnes surendettées. Certains bénévoles fournissent des conseils gratuits, mais principalement pour ceux qui vivent en dessous des minima sociaux. Les autres doivent se débrouiller seuls ou faire appel à des entreprises privées spécialisées, des consultants en dette. Depuis la crise de 2008, ils prolifèrent au Danemark et profitent de la situation pour faire payer leurs services aux personnes en difficulté financière. Det var ikke, det var svært at finde herud eller noget? Nej, det var det ikke. Jeg skulle bare lige sådan have det kodet med tungene, så det passede. Fornemt. Ja, okay. Fornemt. Ja. Jamen, du har skrevet til os, Mona, omkring, vi har noget økonomisk, vi skal kigge på. Der er lidt problemer med økonomien derhjemme. Det er der. Og du har skrevet en lille mail til os omkring, at vi har en masse gæld, cirka 200.000 kroner, ja, som vi skylder væk, hvor cirka 50.000 ud af det er noget gæld, som din mor har optaget i forbindelse med at kunne hjælpe dig på nogle forskellige punkter. Men har du sådan en idé om, hvor mange kreditorer der er? Altså, et 4, eller? Nej. Du skal op på 3 hænder, omkring en 13-15 stykker. Så en 13-15 stykker og forskellige. Og meget af det er ren og skær hurtiglån? Altså, det er forbrugslån, altså det er med fjernsyn og computer, det er Expressbank, der har været nemt, og man lige sådan, om forhøj lige din gæld her, jamen det gør man da, fordi nu skal man da til udlandet. Selvfølgelig. Og så alle de gængse forbrugsting, du faktisk har haft brug for, som du ikke har haft råd til, har du faktisk været at låne dig til, kan man sige. Så man har haft et overforbrug. Ja, okay. Og man kan sige, hvor meget overvejer du, når du tager de her lån? Du tager det bare simpelthen, fordi det bliver kastet i nakken? Jeg tager det bare, fordi det bliver kastet i nakken, og jeg læser jo ikke det, der står med meget, meget småt, vel lige indtil... Så det vil sige, rentesatser og så videre, det er heller ikke noget, du har kigget på overhovedet på lånet? Nej, du har bare taget, jeg har bare taget, for man tænker sådan, ja, jeg hopper i fælden, fordi det var skide nemt, en god sælger igennem DR, jeg kunne simpelthen sælge mig de der ting der. Men ellers, ja, vi har da de der IT-produkter, men det er jo det der, børnene skal have iPads i skolen. Ja. Det kan jeg ikke komme udenom. Jeg har selv en mini-iPad, og selvfølgelig har vi da også iPhone alle 3. Ja. Det vil sige, at når dine faste udgifter er betalt, så har du måske 3.000... 4.000 til mig og børnene om måneden. 4.000 til mig. Og hvordan oplever du det beløb? Er det nok tilstrækkeligt til, at du kan det skal være nok. Snakke om, du har børn ved siden af. Man siger jo altså fra statens side, at du skal have 5.500 per voksen cirkus, ikke? Og så cirka 2,5 per barn. Og det, hvor skal jeg finde den? Ja, lige præcis. Altså, selvfølgelig. Lige præcis. Altså man kan sige, det der for vores opgave nu vil være, det vil være, at vi vil sørge for at gå al din økonomi igennem, altså hele din økonomi, en fuld gennemgang af det økonomiske. Så klart, så er vi også nødt til at revurdere og sige, hvor kan vi så lave en ændring og spare endnu flere, så spare endnu mere for dig på sigt. Så det er noget, vi kommer til at arbejde på hele vejen igennem den sag. Fantastisk. Le chemin du désendettement s'annonce encore très long pour Mona. Les consultants ont commencé à négocier avec certains de ses créanciers, mais elle ne devrait être libérée de ses dettes que dans 7 ou 8 ans.
J'ai fait quelque chose de stupide et naïf. Et maintenant je dois payer. C'est la conséquence pour qu'ils aient leur argent remboursé. Comme on peut dire, c'était cool d'obtenir des prêts, mais c'est la merde pour les rembourser. Enfin, c'est comme ça. C'est comme avec la dette d'ordre privé. C'est cool d'emprunter chez les autres, mais c'est chiant à rembourser. Nous avons créé l'entreprise il y a quelques années. Avant, nous étions employés dans l'un des plus grands organismes de crédit du Danemark, dans leur service de recouvrement de créances. Et donc, nous avons eu l'idée de nous mettre à notre compte. Et nous avons ouvert notre propre firme pour pouvoir, en fait, aider les gens qui sont endettés. Nous dirigeons une entreprise qui doit aussi être rentable pour nous. Si un client ou une personne n'a pas de travail, elle reçoit ce qu'on appelle des prestations sociales ou des indemnités de chômage. Mais au Danemark, une fois que tu as payé tes charges fixes de loyer, d'électricité, d'eau, de chauffage et diverses choses, et que tu reçois des indemnités de chômage, il te reste très peu. Donc ça va non seulement compliquer le règlement de la dette, mais en plus, ça va rendre presque impossible de recueillir des honoraires pour nous. Donc nous ne pouvons pas aider ces personnes. L'aide aux personnes surendettées est devenue un business très lucratif au Danemark. Et encore, ces deux consultants ne sont pas les plus chers du marché. Leurs concurrents facturent parfois des honoraires de 500 € par mois, sans compter le pourcentage qu'ils prennent sur les sommes économisées à l'issue de la renégociation des dettes, autour de 15%. C'est complètement absurde que des personnes en difficulté financière soient obligées de payer pour avoir des conseils. C'est absurde. Si les autorités proposaient davantage de conseils pour le plus grand nombre, au moins on n'aurait pas besoin de payer pour les avoir. Je pense aussi qu'il est important de se rendre compte qu'il y a des normes dans notre société qui provoquent la consommation et qui font que les gens ne sont jamais contents de ce qu'ils ont. Il n'y a qu'à regarder les sommes gigantesques consacrées au marketing. Le marketing a justement pour objectif de nous rendre insatisfaits de ce que nous avons. Ça ne suffit jamais. Et une très grande partie de notre identité repose sur la consommation. Est-ce que nous devons, en tant qu'êtres humains, nous montrer responsables et capables de sortir de ce système? Peut-être. Mais nous ne le faisons pas, c'est évident. La société de consommation et les normes contraignantes liées à la consommation prennent le dessus sur la plupart des gens. Et c'est la raison pour laquelle nous continuons de consommer encore et encore et encore. Dans cette société d'abondance, où la tentation est tout aussi grande que la frustration, les techniques sont toujours plus subtiles pour pousser les consommateurs au crédit et faciliter le passage à l'acte. La France a largement développé le crédit dit revolving, ces prêts renouvelables à taux d'intérêt très élevés, qui peuvent constituer un redoutable vecteur de surendettement. Le crédit renouvelable, il se caractérise par le fait qu'on vous donne une somme, une ligne, 3 000, 4 000, 5 000 €. Et vous n'allez pas emprunter, si vous avez une ligne pour 3 000, vous n'allez pas emprunter 3 000. Vous allez emprunter 500, puis 800. Et au fur et à mesure, vous allez, j'allais dire, diminuer votre réserve possible. Donc ça veut dire déjà que, et au fur et à mesure que vous allez rembourser, cette réserve va se reconstituer. Et donc vous pouvez piocher en permanence. La difficulté, c'est que, bon, c'est un crédit qui coûte extrêmement cher, plus de 20% d'intérêt. Et puis quand vous remboursez, en fait, vous remboursez très peu de capital. Vous remboursez surtout des intérêts. Et puis, comme c'est pour des gens qui sont souvent modestes, du coup, pour être sûr que vous pouvez rembourser, ce sont des petits remboursements. Donc, qui dit petit remboursement, ça veut dire que vous êtes parti pour durer l'éternité, vous allez être endetté en permanence. Jamais vous n'arriverez à rembourser le capital. L'inventeur du crédit renouvelable en France, Kofi Noga, appartient aujourd'hui à BNP Paribas Personal Finance, qui possède aussi cet LM. C'est le numéro 1 du crédit à la consommation en France et en Europe. 20 000 employés, 20 millions de clients, qui représentent un encours ou une dette active de 60 milliards d'euros. Pour son directeur, il n'est pas anormal que le coût du crédit renouvelable soit beaucoup plus élevé qu'un crédit classique.
20%, c'est énorme. Bon. Le coût de gestion est supérieur sur un crédit renouvelable, exprimé en pourcent, parce que c'est un petit montant. Donc le coût de gestion est supérieur. Le coût du risque, exprimé en pourcentage, va aussi être supérieur par rapport à ce que je connais sur une voiture neuve. Donc in fine, c'est normal. Alors évidemment, 15, ce serait mieux que 20. Et 10%, ce serait mieux que 15. Là-dessus, j'ai pas de doute. Ceci étant, voilà, quand vous êtes une entreprise, vous devez payer votre matière première, payer vos salariés, payer la charge de risque, c'est-à-dire la probabilité qu'un certain nombre de clients ne vous remboursent pas, payer votre actionnaire. Et si à la fin de la journée, une fois que vous avez fait ça, il ne vous reste plus rien, c'est que vous avez fait votre travail. Le problème, c'est que ces crédits renouvelables sont présents dans 70% des dossiers de personnes surendettées. Et parfois, cela conduit à des drames. Certains ont surnommé le crédit revolving le crédit revolver. Un matin d'août 2009, Jacques Schnegg a découvert le corps sans vie de sa femme Claudine, pendue dans la buanderie de sa maison, avec une lettre dans la poche de son short. Je ne supporte plus la situation dans laquelle je vous ai mise. J'espère que vous garderez beaucoup de courage. Adieu, je vous aime tous très fort. Claudine Schnegg avait 4 enfants, et c'est elle qui gérait les comptes de la famille, car son mari travaillait à l'étranger 200 jours par an. Elle imitait sa signature et ne lui a jamais parlé de la spirale infernale dans laquelle elle s'est enfoncée, ce cercle vicieux des crédits contractés pour rembourser les précédents, 27 au total en 3 ans, pour un montant global de plus de 200 000 €. Vous avez la parole, Madame la Ministre. En 2010, la ministre de l'économie, Christine Lagarde, fait adopter une réforme du crédit à la consommation qui encadre les crédits renouvelables. Le projet de loi propose donc de les encadrer pour les rendre plus transparents. Désormais, pour tout achat supérieur à 1 000 €, les vendeurs qui proposent un crédit renouvelable doivent aussi proposer une alternative, un crédit classique, amortissable. La loi Lagarde a eu cet effet déjà de nommer le crédit. Toutes ces appellations fantaisistes, réserve liberté par exemple, c'est terminé. Un chat, c'est un chat, on doit l'appeler du crédit revolving, et plus exactement crédit renouvelable, pardon. Ensuite, il est très encadré, aussi bien les taux. Les taux, en fonction du montant de l'emprunt, les taux, il y a 3 catégories, jusqu'à 3 000, 3 000, 6 000, au-delà de 6 000. Et au-delà de 6 000, du coup, c'est des taux qui ne sont pas démentiels, autour de 7-8%. Ce n'est pas les 20-22% qu'on connaissait avant. Il y a une obligation d'amortissement minimum. Donc, ça retire de la toxicité à ce type de crédit. Et puis, quand vous avez une fameuse ligne dormante d'un crédit qui est là, sous vos yeux en permanence, si vous ne l'utilisez pas pendant 1 an, il tombe. Donc, ça vous libère. Pourtant, en 2016, 5 ans après son entrée en vigueur, la loi Lagarde ne semble pas vraiment respectée. L'association de consommateurs CLCV a réalisé une vaste enquête dans 60 enseignes et 33 départements. Dans les cas où le vendeur a proposé immédiatement un crédit renouvelable, dans plus de 68% des cas, il n'a pas donné le choix avec le crédit amortissable. Donc dans plus de 68% des cas, il n'a pas respecté la loi, même après que notre enquêteur lui expliquait qu'il trouvait ça un peu cher. Ok, bon bah écoutez, d'accord. C'est du crédit cher, j'imagine? Sur une somme comme ça, ça ne va pas chercher bien loin. Maintenant, si vous voulez un pourcentage, oui, c'est pas donné, c'est votre de 17 ou 18%. D'accord, ok. D'accord. Ça passe par souffle un peu. C'est forcément ce crédit-là. Ouais. C'est tout ce qu'il y a, il n'y a rien d'autre, quoi. Non. Merci. La loi Lagarde n'est pas respectée et, plus inquiétant, elle est détournée. Dans 2 tiers des cas, les vendeurs proposent en premier du crédit gratuit qui permet de payer en plusieurs fois sans frais. A priori, pour les consommateurs, ce serait stupide de refuser un crédit à 0%. Mais il y a une astuce. Pour en bénéficier, il faut généralement prendre la carte de fidélité du magasin qui, elle, contient un crédit renouvelable. Ça m'intéresse, si je ne peux pas tout payer en même temps. Comment ça se passe? En fait, paiement 5 fois sans frais, c'est la carte Conforama. D'accord, parce que c'est une carte de crédit en fait. Ouais, il y a un crédit. Et il faut que je prenne ça pour avoir droit à ça. Parce que les cartes qui servent à payer, j'ai pas trop confiance dedans. Parce que souvent il y a des crédits, des choses. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser derrière de toute façon. Effectivement,
Les consommateurs ne sont pas obligés d'utiliser le crédit renouvelable contenu dans la carte de fidélité. Mais à la faveur d'un besoin ou d'une simple envie, beaucoup finissent par le faire. Et dans ce cas, pas de discussion avec un vendeur, donc pas de possibilité de choisir un crédit amortissable beaucoup moins cher. Au Royaume-Uni, le gouvernement s'est contenté de durcir l'encadrement des enseignes qui proposent des payday loans, des avances sur salaire, des prêts à très court terme en principe, avec des remboursements hebdomadaires, qui peuvent atteindre des sommes astronomiques si l'emprunteur accumule les semaines sans pouvoir rembourser. Désormais, les enseignes sont obligées d'afficher dans leur publicité ce que cela représente sur un an, le taux d'intérêt annuel. A payday loan from the Money Shop takes care of life's little emergencies. No hassle, no problem. Brilliant, I've just made today my payday. Come to the Money Shop. Sweet, I just got £200 in no time. Call us or visit moneyshop.tv now for cash into your bank account. That was so simple. Ils rendent ça tellement facile. Oh là là, regardez le taux annuel. Wow. Vous imaginez combien il faudrait rembourser avec un taux aussi élevé? C'est affreux. 1223,6%. C'est scandaleux. Speedy Cash, 1223,6%. Ça veut dire que pour 100 livres empruntés, il faut rembourser plus de 1000 livres. Pour moi, ce sont des rapaces. À l'époque où je travaillais, j'ai connu un homme qui avait tellement de dettes qu'il s'est pendu. J'aurais dû m'en souvenir quand j'ai commencé à m'endetter, mais je ne l'ai pas fait parce que j'ai paniqué. Quand on s'endette, on panique. Et plus les dettes s'accumulent, plus on panique. Et la meilleure façon de ne plus paniquer, c'est d'aller demander conseil. Il y a des gens qui contractent des crédits avec des taux à plusieurs milliers de pourcents. Donc les sommes qu'ils doivent rembourser sont complètement dingues. Ça crée plein de problèmes à plein de gens. Mais quand on est en situation de crise, on fait ce qu'on a à faire pour joindre les deux bouts. Si on a des enfants à nourrir, on va voir un de ces organismes de crédit. Souvent, les gens se demandent comment on peut emprunter à un taux d'intérêt aussi élevé. Mais quand on est désespéré, on fait des choses désespérées. Notre argument, c'est de dire que ce sont justement les gens les plus défavorisés de la société qui devraient bénéficier des meilleurs taux de crédit. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Dans chaque département, comme ici à Strasbourg, la loi Neyertz de 1989 a mis en place une commission de surendettement qui se réunit 2 fois par mois. Alors, le cas numéro 2, il s'agit d'un deuxième dépôt. C'est un couple, l'endettement de 180 510 € avec uniquement des prêts immobiliers. Les nouvelles dispositions réglementaires favorables au maintien dans le logement nous permettent de proposer un règlement de l'intégralité des dettes sur 17 ans avec une capacité de remboursement de 905 €. Ça leur permet de conserver le bien immobilier. La volonté manifeste est d'honorer leur prêt immobilier pour conserver leur logement. Et ils n'ont pas fait de nouvelles dettes depuis, donc c'était juste des gens sérieux. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Recevable? Recevable. Au secrétariat de la commission, les gestionnaires de dossiers comparent les ressources et les charges, calculent la capacité de remboursement. Si elle est positive, ils négocient avec les créanciers un réaménagement des dettes, une réduction du montant des mensualités, en allongeant leur durée ou en baissant les taux d'intérêt.
Mais dans certains cas, environ 1 sur 3 aujourd'hui, la situation est jugée irrémédiablement compromise, sans aucune perspective d'amélioration. Les dettes sont alors effacées, pour éviter que la personne ne reste endettée indéfiniment, pour lui offrir une seconde chance, un nouveau départ dans la vie. Certains rêvent d'aller plus loin et d'annuler collectivement les dettes, comme dans la tradition du jubilé biblique ou des rois de Mésopotamie, qui effaçaient toutes les tablettes à intervalles réguliers pour ramener dans la cité ceux qui avaient fui leurs créanciers. Il me semble que si la démocratie a le moindre sens, si l'argent est juste une série de promesses qu'on se fait les uns aux autres, alors chacun devrait avoir le droit de peser sur la décision, et pas seulement quelques banquiers qui sont de parti pris. Donc, un jubilé pourrait permettre de ramener certaines personnes. Ça ne résoudrait pas tous les problèmes, mais ça montrerait qu'on peut remettre les compteurs à zéro quand on le souhaite. Ce ne sont pas des choses réelles, ce sont juste des accords qu'on a passés entre nous. On peut s'y prendre autrement. Un jubilé nous forcerait à voir notre monde tel qu'il est vraiment. Crésus a mis en place une plateforme téléphonique nationale, financée par la plupart des banques et des établissements de crédit, qui lui adresse certains clients en difficulté financière. Donc notre idée, l'enjeu, c'est déjà d'avoir la possibilité, lorsqu'un établissement bancaire détecte une fragilité chez son client, qu'il puisse l'orienter vers un dispositif qui le prenne en charge immédiatement pour qu'on perde le moins de temps possible. Alors, combien avez-vous de crédit? Mais c'est qu'il y en a 3. J'en ai un qui est une échéance de 99,95. Un autre de 176,40 et l'autre de 231,68. Il serait temps que je secoue le collier là. Notre cas en nombre de crédits sur une personne, c'est 130. Vous pouvez vous enfoncer très longtemps sans que personne ne le sache. Et si vous n'en parlez pas, et si personne ne vous écoute, ou si personne n'est capable de faire votre diagnostic, vous pouvez aller très loin, jusqu'au drame. Est-ce que ça a un coût? Aujourd'hui, on applique un peu la politique du pollueur-payeur. Vous avez fait des crédits, d'accord? Les organismes de crédit vous ont mis dans une situation plus ou moins délicate parce qu'il n'y a pas forcément eu une analyse de votre budget, d'accord? Donc, eux vous ont mis dans une situation délicate, donc c'est à eux de payer pour vous. 679 € de revenus, moins 589 € de charges fixes, moins 64 € de mensualité, ce qui vous fait un reste à vivre de 26 €. On nous envoie des personnes avec une situation, avec un reste à vivre négatif dans 70% des cas. Dans 70% des cas, les personnes ont moins 173 € pour vivre. Donc moi, en fait, le 15 de chaque mois, j'ai presque plus rien sur mon compte. D'accord. Pour vous dire que vraiment la situation elle est super. Pour vous, c'est compliqué. Bah écoutez, ça tombe bien. Aujourd'hui, on va trouver toutes les solutions. On va faire avancer tout cela. Franchement, j'espère que vous allez me sauver là-dessus parce que je suis vraiment. Même pour mes enfants, je peux même pas les habiller. La colère reste très forte en ce qui me concerne parce que j'estime que les choses vont trop lentement. Après la crise de 2008, il eût été nécessaire de prendre des mesures pour à la fois renforcer l'éducation auprès des populations, l'information, et puis changer aussi l'univers financier qui est parfois aveugle. Nécessaire, mais aveugle. Maxime aussi est un repenti. Avant, il était conseiller en gestion de patrimoine dans une grande compagnie d'assurance. Mais un jour, sa vie a basculé. Il a été violemment agressé par un client furieux qui n'était pourtant pas le sien. Et la caisse d'assurance maladie, alors en pleine restructuration, a mis des mois à l'indemniser. Il a plongé financièrement, avant de rencontrer Crésus. Il n'y a pas que nos bénéficiaires qui ont été sauvés par Crésus. J'ai été sauvé par Crésus. J'ai été vraiment sauvé par Crésus et mes bénéficiaires m'ont sauvé aussi parce qu'ils m'ont donné un sens et j'ai eu pu dire de nouveau que je servais à quelque chose. Servir, simplement faire quelque chose d'utile, faire en sorte que on fait un bac+4, on croit en ce système, on s'éduque, on apprend comment un système marche. Et derrière,
le jour où on est dans le besoin, le système plante et le truc c'est qu'en définitive, Però il problema è che io sono stato che non quitarmi la niña, yo siempre me dice que voy a quitar la niña, voy a quitar la niña. No te pueden quitar la niña. Por motivos económicos, por no tener un techo, no poder pagar un alquiler o una hipoteca, no te pueden quitar a tu hija. Eso es mentira, es falso. No pueden. O sea, quien te haya dicho eso te está jugando con el miedo, pero es mentira, no pueden. Quiero comentar que las personas que estábamos haciendo Bienvenida o cualquier comisión, somos personas como vosotros, que no somos abogados, no tenemos estudios, no tenemos carreras, o sea, hay quien sí y los hay quien no. Hay empresarios, hay gente de todas clases y que gracias al empoderamiento estamos aquí a día de hoy haciendo lo que estamos haciendo. Continuamos. Fecha de desahucio, tenéis la orden aquí, ¿sí? Vale, entonces al tener el desahucio ya el 16 de este mes, y también es una preocupación, estoy asustada, estamos asustados, que el lunes que nos han el desahucio es festivo para Cataluña. Bueno. ¡Sí se puede! Yo te digo a ti especialmente que estés tranquila, que pase lo que pase, lo vamos a parar y en última instancia nunca jamás os vais a quedar en la calle. Eso tenerlo claro. Jamás. We've got exactly the same problem. People are ashamed. People don't know what to do. Social workers just say, well, go somewhere else and get rid of them. But the thing, the way you do it is quite interesting, and I guess I'm going to try to make it in France. Which way are you doing? Just one by one, or? Yeah, we should do only one by one. And the problem is that we've got more and more files, and we cannot handle that much files. And I guess that you did this way because you got such an emergency situation. That's right, that you had to do it this way. But it's a very clever way, because what I see is that you give hope again to people. We do it one by one, but here one by one it's impossible. I mean, and it's not the way we want to do. We are not agree with the assistantialism way. We believe that the way to transform not only the people, transform the society is just like this, an assembly, because you can feel and live a process of empowerment, this emotional one, and take outside guilt, shame, and the technical one, and then you take this political conscience that you need to fight, not just to change your problem, to change the structural... That's it. Yeah, we agree.